Les super nanas ont une fin horrible. Non, pas elle. Le dessin animé original n'a pas de vraie fin. Les épisodes s'enchaînent sans fil conducteur. Après 6 saisons, la série originale de 98 se conclut sur Bull qui cherche sa peluche. Le reboot de 2016, lui, se termine par une partie de football. Si tu veux de l'histoire, regarde les Super Nanas Zeta, la version japonaise dans le style de Magical Doremi et Sailor Moon, avec des transformations et des robots géants. Lorsqu'un gâteau tombe dans une marmite d'agent chimique X, ce dernier se transforme en agent chimique Z. Il explose et soudain des rayons de lumière partent dans tout Huntsville. Certains transforment les gens en monstres maléfiques, d'autres leur donnent des super pouvoirs. Les super nanas sont nées, elles se rencontrent, apprennent à se connaître et travaillent avec le professeur Utonium et son fils pour combattre le mal. Mojo Jojo, Sedusa et surtout lui. C'est son nom, le grand méchant. Il transforme les gens en monstres, c'est la source de tout le mal dans le monde. On le repousse, mais il revient toujours plus fort. À la fin, il rassemble tous les monstres de la série pour les écraser une fois pour toutes. Dos au mur, les super nanas doivent remonter dans le temps pour trouver sa faiblesse. Elles rencontrent leur version du passé et rassemblent des fragments d'énergie Z à travers les époques, la seule manière d'éveiller leur vrai pouvoir. Mais dans le présent, lui déclenche une éruption volcanique. La ville est sur le point d'être détruite. Seule solution, pour l'arrêter, les super nanas doivent sacrifier tous les rayons d'énergie Z, même les leurs. Elles, qui voulaient être des super-héroïnes pour toujours, doivent dire adieu à leurs rêves. La fumée se dissipe, c'est la fin des super nanas. Mais non, miracle, elles ont toujours leur pouvoir. L'énergie Z n'était qu'un déclencheur, leur vraie puissance était en elles depuis le début. Elles seront à jamais là pour combattre le mal, ensemble. Vous adorez les fins de dessins animés de votre enfance, on vous a déjà parlé de 27 séries, et on revient avec 4 nouvelles encore plus folles. Comment se termine Beyblade ? Hyper vitesse, ya! Toi aussi t'as crié ça dans la cour de l'école. Avec ses toupies customisables, Beyblade était un phénomène. Avec une tonne de produits dérivés, la franchise veut concurrencer Yu-Gi-Oh et Pokémon. Pour ça, il lui faut un dessin animé. Début 2000, il sort, 3 saisons, 154 épisodes, et... c'est pas fou. Bien animé, mais avec une histoire très bateau qui pompe un peu tout ce qui marche. Le joueur du grenier s'en est déjà bien moqué. Tyson, passionné de Beyblade, veut gagner le championnat du monde. Sur son chemin, Kai, chef d'un gang qui détruit sa toupie. Heureusement, il s'en construit une autre, cette fois avec un esprit à l'intérieur. Il entre dans un grand tournoi, bat tous ses adversaires jusqu'à retrouver Kai en finale. Lui aussi a une Beyblade magique, leurs pouvoirs s'entrechoquent, mais Tyson l'emporte de peu. Surprise, ils sont tous les deux choisis pour représenter le Japon au championnat du monde Beyblade. Les deux ennemis doivent apprendre à collaborer. Avec leur équipe, ils parcourent le monde et enchaînent les victoires. Leur dernière épreuve, le tournoi de Russie. Là-bas ça rigole pas, regarde avec quoi ils lancent leur toupie. En plus, les adversaires peuvent capturer les esprits. Boris, le grand méchant, essaye de briser l'équipe un par un pour tous les récupérer. Au cours de leur voyage, Tyson, Kai et leurs amis ont formé des liens indestructibles. En finale, ils unissent leurs forces et battent le champion, les esprits sont libérés et tout est bien qui finit bien. La fin n'est pas mauvaise, mais on sent que la série s'essouffle. Quand le dernier épisode sort, presque plus personne n'est là pour le regarder. On croyait que les toupies étaient passées de mode, mais non. En 2009, Beyblade revient avec 3 saisons, Metal Fusion, Metal Master et Metal Fury, la saga qui a tout changé. On va encore plus loin, le monde entier est dominé par les toupies, on nous dit carrément que Moïse a coupé la mer en deux avec une Beyblade. Le héros, Jinka, se bat avec Pegasus, elle est aussi habitée par un esprit ancestral. Quand elle était jeune, son village a été dévasté par un bandit nommé Ryuga, armé d'une toupie maléfique, Eldrago. Un blader inégalé, le méchant le plus badass de toute la série, il n'a même pas besoin de lancer sa Beyblade pour annihiler ses adversaires. Jinka a juré de le retrouver et de la battre, pour ça elle se fait des amis, gagne ses combats jusqu'à participer au championnat national. En finale, Ryuga l'attend, les deux ennemis croisent le fer une dernière fois. L'arène s'écroule sous la force des toupies pendant que l'esprit de Eldrago commence à posséder Ryuga. Les énergies maléfiques se déchaînent, mais Jinka tient bon, ses amis sont avec lui et le protègent. Porté par la puissance des liens qu'il a forgés, il relâche toute la puissance de Pegasus et assène le coup de grâce. Vidé de son pouvoir, la toupie disparaît, mais libéré de l'emprise de l'esprit maléfique, Ryuga redevient lui-même, il remercie Jinka. Non, pas du tout, il se barre. Heureusement, on le revoit dans la saison 2. Pendant qu'on suit Masamune, un grand héros, gravir les échelons du tournoi, Jinka trouve une nouvelle toupie et affronte Hades, une organisation secrète qui veut créer le Blader parfait pour dominer le monde.
je suppose. En chemin, il recroise Ryuga, qui, ayant eu le temps de réfléchir, décide de l'aider. Ensemble, les héros s'infiltrent dans la base, battent tous les Bladers sur leur chemin et détruisent leur plan avant qu'il ne soit trop tard. Tout est bien qui finit bien, jusqu'à Metal Fury. 10 fragments d'étoiles tombent sur Terre et atterrissent chacun dans une toupie, dont celle de Jinga et Ryuga. Signe que Nemesis, le dieu de la destruction, est sur le point de se réincarner. Pour empêcher la fin du monde, ils doivent rassembler les autres Bladers élus et combiner leurs forces. Problème, Rago, le 10e, est plus puissant de tous et le fils de Nemesis. Ryuga l'affronte, mais même lui est complètement submergé, il transmet sa puissance à un de ses amis avant de rendre son dernier souffle. Mais ça ne suffit pas, Rago fusionne avec Nemesis et devient littéralement invincible. Jinga est le dernier espoir de l'humanité, ses amis ne suffisent pas, il doit rassembler le pouvoir de tous les Bladers du monde dans un ultime Genki-Dama. Victoire, le monde est sauvé et Beyblade vivra pour toujours. Enfin, ça c'est l'animé. Parce qu'en vrai, c'est le début de la fin. On tente de surfer sur le succès de la saga Metal avec une 4e saison, Shogun Style, mais elle est très oubliable. Au Japon, l'audimat est tellement bas que les derniers épisodes sont carrément jamais sortis à la télé. Beyblade Burst, Sparking, les nouvelles séries s'enchaînent sans jamais égaler le succès des précédentes. Le fond du trou, Bey-Wheels, bon, on sent qu'ils ont plus d'idées. L'année dernière, on a eu Beyblade X, un retour aux sources avec de la 3D assez cool, mais personne n'en parle. La mode est passée, l'époque des toupies n'est plus qu'un lointain souvenir. Comment se termine Martin Mystère? Avec sa coupe de Super Saiyan et sa veste à flammes, pas de doute, il a marqué une génération. Mais entre nous, c'est juste une pâle copie de Scooby-Doo, non? Ah, mon cher Saito, t'allais quand même pas dire du mal de Martin Mystère pendant que j'étais pas là. Moi? Non, du tout, c'est pas mon genre. Du coup, ça te dérange pas que je m'installe là et que j'écoute tout ce que tu dis, les bras croisés en fronçant les sourcils? Fais comme chez toi. Bienvenue sur la chaîne. Ah, merci mon ami, c'est toujours un plaisir de bosser avec toi. Je disais, Martin Mystère, iconique. Même si vous avez jamais regardé, sa tête vous dit forcément quelque chose. Ce que vous savez sûrement pas par contre, c'est qu'il y a eu que 3 saisons. Ouais, malheureusement, les audiences étaient pas au rendez-vous, ça s'est fini en 2006, il y a presque 20 ans. Pourtant, ça suffit pour qu'on l'oublie pas. Après, c'est pas hyper étonnant, c'est quand même l'œuvre des papas de Totally Spies. À l'origine, Martin Mystère, c'est une BD italienne publiée depuis les années 80. Mais à part le côté enquête, le dessin animé a pas conservé grand-chose. On est passé d'un archéologue diplômé de Harvard, de la Sorbonne et du MIT à un lycéen. Il a quand même un truc un peu spécial. C'est en réalité un agent du centre. Il enquête sur des phénomènes paranormaux et affronte tout un tas de monstres tirés des meilleures chairs de poule. Il est aidé de Java, un homme de Néandertal, Billy, un petit alien, et Diana, sa demi-sœur. Les épisodes se ressemblent beaucoup. Martin et Diana sont tranquilles au lycée, soudainement on les envoie en mission. Ça tourne mal, les monstres les encerclent, mais Martin les bat avec une idée farfelue et tout est bien qui finit bien. Le tout porté par le rythme, les blagues, l'animation et le jeu incroyable des doubleurs. Ne sois surtout pas désolé, Coco, tu as été sublime. Y a pas vraiment de fil rouge, on développe pas trop l'univers, vous pouvez les regarder dans n'importe quel ordre. Alors oui, excusez-moi, je me permets d'intervenir parce que c'est complètement faux. T'étais au courant qu'à la fin de la saison 2, il y avait un double épisode. Un épisode où Mom, la directrice du centre, disparaît mystérieusement au Tibet. Martin part à sa recherche, mais se rend compte qu'elle a été possédée par un esprit des enfers. Elle capture les héros et s'apprête à invoquer une armée de monstres pour détruire la Terre, c'est la panique. Et Martin arrive à s'enfuir et piéger Mom dans un champ électrique qui la sépare de l'esprit. De nouveau sur pied, les agents du centre travaillent ensemble pour condamner le portail et renvoyer les monstres d'où ils sont venus. Le monde est sauvé, les forces maléfiques ont disparu et le centre n'a plus de raison d'exister. Ah bon? Mais pourtant il y a une 3e saison. Ah ouais, non mais ça c'est normal, hein, c'est parce que l'esprit il est pas vraiment mort, du coup il y a encore des monstres à combattre, et Martin il va revenir dans ces 10 portails là avec son... C'est ce que je me disais aussi. En tout cas, merci, j'avais pas l'info. La vraie fin est au début de la saison 3, un autre double épisode. Après une centaine de missions ensemble, Diana en a marre. Martin est un beauf ingrat qui pourtant réussit tout mieux qu'elle. Pendant qu'il récolte les honneurs, elle est toujours derrière à réparer ses gaffes. Soudain, Octavia, la chef d'une autre agence du paranormal, veut la recruter. Enfin appréciée à sa juste valeur, Diana accepte et quitte le centre. Avant partenaire, Martin et elle sont maintenant rivaux. Mais c'était un piège.
piège. Octavia est une ancienne agente du centre mise à la porte. Elle veut se venger en capturant des monstres pour créer la créature ultime. Diana découvre son plan et tente de l'arrêter, mais elle se fait mettre dans la machine et est transformée en monstre. Martin la sauve juste à temps. De nouveau réunis, ils partent arrêter Octavia et sauver le centre. Heureusement, même si le monstre combine toutes les forces des monstres avec lesquels il a été créé, il a aussi toutes leurs faiblesses. Il le capture et l'envoie dans une autre dimension. Le monde est sauvé. Les héros sont convoqués au noyau central. Pour avoir laissé une tragédie se produire, Mom est démis de ses fonctions et c'est Billy qui prend la tête du centre. Eh ben, j'aurais tellement aimé voir ce que ça aurait donné. Mais c'est fini. Martin Mystère, c'était une pépite de son époque. C'était pas le plus connu ou le plus regardé, et c'était le dessin animé préféré de personne, mais tout le monde en garde un bon souvenir. Allez, je vous laisse tranquille, Cinéma Trash a besoin de moi. Comment se termine Futurama? Mes parents, mes copains de travail, ma petite amie, je ne les reverrai jamais plus. En 1999, pendant que tout le monde fête le passage à l'an 2000, Fry tombe accidentellement dans une machine qui le cryogénise pour un millénaire. Il se réveille dans le futur, rencontre Leela, Bender, le professeur Hubert Farnsworth. Ensemble, ils forment Planet Express, un équipage de livreurs intergalactiques. C'est le début de Futurama, le nouveau projet de Matt Groening, le créateur des Simpsons. Homer et sa famille étaient à l'époque à leur 7ème saison, en plein dans leur âge d'or, quand il a l'idée de cette sitcom spatiale. Un énorme succès, 19 millions de spectateurs regardent le premier épisode. Très différent des Simpsons, les personnages sont aussi drôles qu'attachants, la SF est là pour faire des parallèles et des critiques sur notre monde, sans jamais être trop lourde, puisqu'on découvre l'univers en même temps que Fry. Surtout pour l'époque, la série est à la pointe de la technologie, avec une 3D qui n'a pas vieilli d'un poil. La force de Futurama, c'est son écriture. Chaque épisode fonctionne sur une série de twists. Dans le 3ème, Fry décide d'aller vivre chez Bender, sauf que les robots vivent dans des placards. Au bout d'une semaine, il n'en peut plus, Bender et lui cherchent un vrai appartement, et ils trouvent l'endroit parfait. Immense, avec une télé gigantesque, mais l'antenne de Bender interfère avec toute l'électronique de l'immeuble, doit partir, mais Fry décide de rester. Il l'abandonne, seul dans son placard, Bender est dévasté, au point de se couper sa propre antenne, juste pour pouvoir rester avec son ami. En voyant ça, Fry comprend qu'il a été égoïste. Il répare l'antenne et retourne vivre avec lui dans le placard, qui avait en fait une énorme pièce cachée depuis le début. Il y a une fenêtre dans le placard. Grâce à ça, la série est toujours fraîche. Elle nous surprend parfois avec des moments très touchants. Dans le 7ème épisode de la saison 4, Fry retrouve le fossile du chien qu'il avait recueilli dans son ancienne vie. On lui propose de le cloner, mais il refuse. Après tout, son chien a sûrement vécu une longue vie sans lui. Sauf que non, à la fin de l'épisode, on voit que son chien est resté au dernier endroit où il l'a laissé, à l'attendre encore et encore. Malgré le succès critique, les producteurs de la Fox ne sont pas satisfaits. Futurama est trop vulgaire, trop absurde, pas assez mainstream. Surtout, la série ne garde pas son audimat. Dès le 3ème épisode, on n'est plus qu'à 8,8 millions de spectateurs, la moitié du premier. La 4ème saison n'avait plus qu'un audimat de 6 millions lorsque la Fox décide d'annuler la série. Matt Groening n'a plus beaucoup de temps, il lui reste juste un seul épisode pour conclure le plus gros trou de Futurama, Leela et Fry. Depuis le tout début, il se tourne autour, un regard par-ci, un sous-entendu par-là. Quand Leela découvre enfin d'où elle vient et retrouve ses parents, Fry est là pour l'épauler. Mais à chaque fois, il gâche tout. Finalement vient le dernier épisode de la saison 4, Fry désespéré tente de devenir un virtuose de la musique pour prouver son amour à Leela. Pour ça, il fait un pacte avec le diable. Oui, bonne idée ça. Précisément, il échange ses mains avec lui, grâce à elle, il compose un opéra sublime qui charme Leela, mais le diable veut les récupérer. Dans une bataille musicale, Fry finit par annuler son marché pour sauver Leela. Incapable de finir son opéra, tout le monde quitte la salle, sauf celle qu'il aime, qui veut voir la fin de l'histoire. Il prend son instrument et comme il peut, il déclare son amour. La fin est ouverte, mais heureusement, c'est pas la vraie. Quelques années plus tard, Comedy Central reprend Futurama et relance de nouvelles saisons et même des films. Dans le dernier d'entre eux, à la fin, les héros s'échappent en passant par un trou de verre. Ne sachant pas s'ils s'en sortiront vivants, Fry avoue son amour à Leela. Ils s'embrassent. Enfin, on a attendu 10 ans pour ça. Mais c'est pas tout. Après ça, ils se mettent pas vraiment ensemble. Enfin, si, mais ils font des pauses. Leela veut explorer l'univers, tandis que Fry veut juste une vie normale. Ah, donc c'est
compliqué. Il faut attendre la fin de la saison 6, l'équipe ne sait pas si la série aura d'autres saisons et décide de faire une fin ouverte, juste au cas où. Bender reçoit une amélioration et devient un être omniscient, capable de voir l'avenir, il leur révèle leur destin. Fry et Lila lisent, même si on ne voit rien, le contenu des pages se révèle par les émotions dans leurs yeux. Surpris, parfois outrés, mais plus que tout, un regard d'amour. Ils sont faits l'un pour l'autre. Si on veut vraiment voir ce qui les attend, il faut regarder le dernier épisode de la saison 7. Lila et Fry sont devenus un vrai couple, et ce dernier veut lui demander sa main. Mais il gaffe, et en cassant une machine du professeur, il frise accidentellement l'univers tout entier. Lila et lui sont les seuls humains toujours conscients, piégés à tout jamais, ils sont au moins là l'un pour l'autre. Ils se marient et passent leur vie à parcourir le monde. Fry et Lila sont vieux lorsque, bien plus tard, le professeur arrive à infiltrer leur ligue temporelle et trouve un moyen de tout réparer. Mais pour ça, il doit effacer tous leurs souvenirs de cet univers immobile. Après avoir passé toute leur vie ensemble, ils acceptent de tout refaire une fois de plus. Voilà pourquoi on regarde Futurama. Pourquoi est-ce qu'après s'être fait annuler 2 fois, il est toujours revenu? Et pourquoi il continue encore aujourd'hui? Voyage dans le temps, physique quantique, alien interstellaire, la série n'a aucune limite. Mais au cœur de chaque épisode, il y a une morale simple, touchante, profondément humaine. Fry a traversé l'univers pour se rendre compte que le bonheur qu'il recherchait était à côté de lui depuis le début. Quand il s'agit de faire passer des messages, j'ai toujours trouvé les dessins animés plus efficaces que tout le reste. La liberté du dessin couplée au dynamisme des histoires ont rendu inoubliables les séries dont on vous a parlé. En plus on les a vus enfants, quand notre imaginaire était encore plus malléable, c'est pour ça qu'il n'y a rien de plus important qu'un bon dessin animé. Leur morale nous inspire à une époque où on se cherche encore, les leçons de vie qu'ils nous apprennent restent avec nous jusqu'à la fin de notre vie. C'est le pouvoir de l'animation, d'un simple coup de crayon, on peut changer le monde.